Merci à l'association France Patrie de l'invitation. Pour comprendre la séquence, pour appréhender la séquence géopolitique que nous traversons, il faut articuler différents niveaux d'analyse politique, stratégique et métapolitique. Je vais traiter de ces différents points dans cette conférence. Alors, comme tout le monde le constate, l'ordre mondial installé se défait et se recompose en direct sous nos yeux. Inexorablement, les lignes de fracture géopolitique qui paraissaient gelées réapparaissent, comme avant chaque grand conflit mondial. Donc, qu'est-ce qui empêche dans la séquence que nous traversons, finalement, une escalade meurtrière vers un conflit ouvert comme le XXe siècle en a déjà connu? Bien, c'est, premier point, l'impossibilité de la confrontation directe des principaux acteurs du système monde à cause de la prolifération nucléaire. Je vais revenir sur cette idée de prolifération nucléaire et sur cette notion de l'arme nucléaire finalement comme frein à une escalade du conflit. Le général Lucien Poirier, qui était l'un des concepteurs et stratèges de la doctrine française de l'utilisation de l'arme nucléaire, avait basé cette doctrine française sur la dissuasion du faible au fort. La stratégie du faible au fort, c'est-à-dire la dissuasion française, est fondée sur l'idée qu'étant donné la capacité de destruction unitaire de l'arme nucléaire comparée au panoplie classique, il suffit d'un nombre suffisant d'armes nucléaires pour dissuader un adversaire. L'armement est proportionné à la valeur de l'enjeu qu'on représente aux yeux d'un éventuel agresseur. La dissuasion nucléaire n'abolit pas la guerre. Elle abolit, entre les puissances nucléaires, les agressions dont le but est de s'emparer du territoire adverse. C'est ce qu'on a appelé les intérêts vitaux. Le point est essentiel. L'intérêt vital, c'était ce qui représentait la substance vive des États, leur population, leurs activités essentielles, ce qui se résumait par l'intégrité du territoire national et l'autonomie de décision politique. Les intérêts vitaux étaient définis d'une manière très stricte. Lucien Poirier, Entretien au Monde du 27 mai 2006. En fait, à cette époque, au début des années 60, finalement, la France était l'un des premiers États proliférants à rompre la dialectique qui s'était installée entre les deux puissances américaine et soviétique première à être détentrice de l'arme nucléaire. Donc je cite: la stratégie du faible au fort, c'est-à-dire la dissuasion française, est fondée sur l'idée qu'étant donné la capacité de destruction unitaire de l'arme nucléaire, comparée au panoplie classique, il suffit d'un nombre suffisant d'armes nucléaires pour dissuader un adversaire. La dissuasion nucléaire n'abolit pas la guerre, elle l'abolit entre les puissances nucléaires, les agressions dont le but est de s'emparer du territoire adverse. C'est ce qu'on a appelé les intérêts vitaux. Le point est essentiel, l'intérêt vital, c'était ce qui représentait la substance vive des États, leur population, leur activité essentielle, ce qui se résumait par l'intégrité du territoire national et l'autonomie de décision politique. Donc, ce qu'explique le général Poirier, enfin ce qu'il expliquait à cette époque, ça c'est une interview de 2006 je crois, il rappelait que finalement, quand un État possède l'arme nucléaire, il ne peut pas être attaqué directement. Quand les principaux États qui sont en lutte pour l'hégémonie et la contre-hégémonie au sein du système monde possèdent l'arme nucléaire, la guerre ouverte n'est plus possible entre ces acteurs comme elle l'a été au début du XXe siècle avec la Première Guerre mondiale, puis avec la Seconde Guerre mondiale.
La guerre froide était la première guerre mondiale nucléaire qui faisait que les acteurs principaux étaient obligés de s'affronter sur des territoires tierces. Dans la phase dans laquelle nous sommes rentrés est en quelque sorte une suite de cette guerre froide et une reconduction du même schéma où finalement les acteurs principaux ne peuvent pas s'engager dans un conflit direct et s'affrontent sur leur périphérie et dans leur zone d'influence. Cette impossibilité d'un conflit direct conduit de fait à ce que les stratèges chinois ont appelé la guerre hors limite. Ceci pour contourner l'antagonisme classique d'un État contre un autre État. On attaque ainsi l'État et le politique dans leur substance même, si l'on ne peut plus se faire la guerre ouvertement. On l'attaque notamment par une instrumentalisation du droit international. Donc cette impossibilité de la confrontation directe à cause de la prolifération nucléaire amène à ce que j'appelle une forme de guerre mondiale hybride, à une guerre civile mondiale. Donc second point, l'attaque contre l'État et le politique. C'est autour du rôle stratégique de l'État et de sa place dans l'ordre international que la ligne de confrontation entre la face occidentale et orientale du système monde est amenée à se durcir toujours plus. Une confrontation entre les puissances globalistes qui travaillent à l'établissement d'une fédération mondiale de l'humanité et les puissances que je qualifierais de réalistes qui considèrent quant à elles que l'État reste le décideur et le moteur central des relations internationales. C'est en fait une confrontation de long terme. Dans mon dernier livre, je l'ai étudié sur une séquence qui commence il y a à peu près un siècle, en 1914, avec la Première Guerre mondiale. Depuis cette époque, et depuis l'issue de la Première Guerre mondiale, le globalisme politique mène ce que j'appelle une longue guerre mondiale qui a pour objectif l'avènement d'une autorité supra-étatique. Supra-étatique et post-politique, en attaquant systématiquement l'État et le politique, c'est-à-dire la souveraineté, le cosmopolitisme, au sens propre, corrode la nature même de l'échiquier mondial et abîme ainsi la structure fondamentale des relations internationales. L'état de nature, qui était maintenu à l'extérieur des sociétés, reflue et se déverse vers l'intérieur. La guerre civile mondiale devient dès lors une guerre civile intranationale. Chaque guerre mondiale peut être envisagée comme une phase de crise de cette longue montée du cosmopolitisme à travers le XXe siècle jusqu'à notre époque. Montée du cosmopolitisme qu'il a vu triompher comme forme politique dominante en Occident et qui cherche logiquement à s'étendre au monde entier. C'est au sens propre la définition du terme cosmopolitisme. Une cité universelle. Donc le corollaire de cette guerre civile mondiale et une notion qui permet de la comprendre, c'est l'idée d'anarchie internationale. Je traite dans le premier chapitre de mon dernier livre de l'importance de ce concept d'anarchie internationale en théorie des relations internationales. La notion d'anarchie internationale ou interétatique se situe au cœur des traditions politiques globalistes et réalistes. Bien qu'antagonistes, ces deux courants de pensée des relations internationales désignent par anarchie l'état de nature dans lequel se trouveraient les États, faute d'une autorité supraétatique qui viendrait les contenir et les limiter dans leurs actions et leurs décisions.
une autorité cosmopolitique supranationale qui jouerait pour les États le rôle que les États ont joué pour les sociétés humaines dans leur passage de l'état de nature à l'état civil. C'est-à-dire de la nature et de ce que des théoriciens comme Hobbes considéraient être une forme de guerre de tous contre tous à la police, à la cité. Dans l'esprit globaliste, seule une cité des cités, un État des États, si on veut, universel, donc cosmopolitique, pourrait permettre à l'humanité de rejoindre enfin un état de paix perpétuelle. Vers la paix perpétuelle est par ailleurs le titre de l'essai bien connu qu'Emmanuel Kant publia en 1795. Un livre dans lequel Kant pose certains des principaux principes destinés à créer les conditions de cette paix perpétuelle, une paix qui ne serait plus simplement une classique cessation des hostilités entre États, mais bien une paix définitive. Un ouvrage qui constitue l'un des ouvrages principaux du courant idéaliste et globaliste en théorie des relations internationales. Pour les idéalistes et les globalistes, par opposition aux réalistes, c'est cette absence d'un État des États, qu'il soit un État mondial ou une fédération mondiale intégrée, qui explique les guerres constantes qui frappent l'humanité sans discontinuer et l'état de guerre endémique que connaîtrait l'humanité. Pour cet idéalisme politique, dépasser l'anarchie interétatique constitue un impératif catégorique vers lequel toute condition politique devrait tendre, au risque de se complaire dans la barbarie, le bellicisme ou le cynisme de la raison d'État. Un philosophe connu du catholicisme politique, mais plutôt d'orientation globaliste, justement, synthétisait bien ce courant et cet objectif du globalisme politique en disant « Si un jour arrive où la guerre sera rendue impossible, c'est que l'anarchie entre les nations aura été supprimée, ou en d'autres termes, qu'une autorité mondiale aura été établie. » C'est en s'appuyant sur ce prétexte que l'on a fait toutes les avancées juridiques et puis même politiques depuis un siècle dans la direction de ce qu'on appelle maintenant une gouvernance mondiale. Ce n'est pas pour rien que cette gouvernance mondiale vient enserrer progressivement les prérogatives des États et comme nous le constatons en France, et ce n'est pas pour rien que progressivement les prérogatives de l'État français sont transférées vers le super-État européen qui a, dans l'esprit globaliste, vocation à être une forme de pan-région européenne d'un futur État mondial ou d'une gouvernance mondiale. J'ai pris des choses. À l'inverse, à rebours de cette pensée idéaliste, on peut aussi penser que c'est justement cette tentative d'élaboration d'une autorité mondiale supraétatique qui vient saboter de l'intérieur la puissance et la souveraineté des nations occidentales, des États occidentaux qui sont empêchés d'interagir librement et souverainement et empêchés d'entretenir des rapports interétatiques stables et normés avec les autres puissances. Loin finalement de favoriser une paix universelle, cet enchevêtrement globaliste des souverainetés étatiques viendrait plutôt empêcher les États et les peuples d'interagir souverainement les uns avec les autres.
On peut aussi voir se manifester ici une ligne de rupture entre ce que j'appellerais des puissances globalistes et des puissances réalistes. Les puissances globalistes mettent au cœur de leur orientation stratégique l'élaboration de cette fédération mondiale ou de cet État mondial. Les puissances réalistes considèrent quant à elles que l'État reste l'acteur stratégique des relations internationales, en fait, relations interétatiques. C'est-à-dire que soit on pose pour dépasser la guerre cette idée d'une autorité supra-étatique, soit on considère qu'à l'inverse, que seuls les États et leur interaction libre et souveraine peut être en quelque sorte un frein à l'extension de la guerre. Dans cette perspective, si un système de sécurité interétatique est envisageable, il ne saurait prendre la forme d'un super-État mondial, mais plutôt celle d'une instance diplomatique interétatique non intégrée entre des puissances souveraines. Peut-être un peu à la manière dont la Russie et la Chine utilisent l'ONU comme une plateforme diplomatique et d'influence dans les différents conflits qui l'opposent à l'Occident. Mais aucunement comme une forme de proto-État mondial qui aurait vocation à édicter des normes en matière de conduite politique globalisante et imposée à tous. En attaquant systématiquement donc bien au contraire, à rebours de l'idée de pacifier les relations internationales, en attaquant systématiquement l'État et le politique, le cosmopolitisme corrode la nature même de l'échiquier mondial et abîme ainsi la structure fondamentale des relations internationales. L'état de nature qui était maintenu par les États à l'extérieur des sociétés reflue et se déverse vers l'intérieur. La guerre civile mondiale devient donc une guerre civile nationale. Troisième point à analyser pour comprendre la séquence que nous traversons et la resituer dans son contexte historique plus long, c'est celui de la longue confrontation entre Eurasie et Occident et la volonté d'arraisonner l'Eurasie par le globalisme politique. On constate qu'après l'Ukraine, un nouveau front de cette guerre mondiale hybride s'est ouvert au Moyen-Orient. Dans les interventions depuis le début de la guerre entre Israël et Gaza, j'invite à défocaliser du seul conflit régional pour le situer dans son contexte géopolitique plus ample, à savoir celui de la confrontation planétaire entre l'océan global, comme le désignent les stratèges anglo-américains, donc l'océan global, c'est-à-dire l'Amérique monde ou la thalassocratie globaliste, les puissances qui sont sous domination anglo-américaine et qui suivent justement cet agenda d'orientation globaliste et à visée universelle et inclusive, et les puissances de ce que Mackinder appelait l'île mondiale, à savoir le continuum terrestre tricontinental Europe, Asie, Afrique. Le conflit au Moyen-Orient, comme chaque crise ou conflit militaire contemporain, possède plusieurs niveaux d'analyse. Si on se place au niveau stratégique, la concurrence entre USA et Chine autour des nouvelles voies géoéconomiques entre Asie et Eurafrique constitue une clé de compréhension essentielle de l'épuration ethnique en cours à Gaza. Un bras de fer planétaire se déroule et il se cristallise sur des points de crise régionaux comme Gaza ou l'Ukraine. Comme je vous l'expliquais, les acteurs finalement ne peuvent pas se confronter directement dans un système où l'arme nucléaire est partagée par beaucoup d'États.
Ainsi, la conflictualité se polarise sur des zones en lisière de ces géants géopolitiques. Au-delà de la tragédie régionale, un nouveau front géopolitique s'est ouvert dans la polarisation USA-Chine du système monde contemporain. Dans cette configuration, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est ou le Sahel africain constituent autant de territoires disputés entre USA et le couple Chine-Russie. De l'Ukraine au Myanmar, l'ancienne Birmanie, en passant par le Moyen-Orient, l'hégémonie installée globaliste cherche à empêcher des régions stratégiques de tisser des liens géoéconomiques stabilisés avec les puissances russes et chinoises. Certaines de ces régions, qui pourraient constituer par ailleurs de véritables interfaces entre un espace monde occidental et l'espace monde eurasiatique, sont ainsi méthodiquement transformées en verrous géopolitiques par les actions souterraines ou ouvertes des USA et de leurs vassaux en Eurasie et en Afrique. Les puissances régionales, comme l'Inde par exemple, cherchent quant à elles à devenir des acteurs stratégiques multi-alignés. Alors, je trouve évidemment l'Inde suit une politique de non-alignement. Vous me permettrez d'avoir un petit sourire pour comparer ça à Monsieur Nehru. Pour moi, l'Inde, en fait, naturellement, est une politique de non-alignement. Donc, que ce soit Modi ou un autre, cette politique, à moins d'un Premier ministre complètement fou, cette politique sera toujours suivie. C'est l'une des grandes forces de l'Inde. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment l'héritage de Nehru, comme on pourrait dire l'héritage de De Gaulle en France et le non-alignement. En Inde, c'est un peu différent. Donc oui, évidemment, l'Inde est une puissance non alignée qui continue encore plus depuis le début de la guerre en Ukraine. L'Inde n'a aucun intérêt à choisir un camp complètement l'un ou l'autre, étant donné qu'elle joue un peu sur les deux tableaux et qu'on a besoin, dans le monde actuel, on a de plus en plus de tensions, on a besoin de puissances comme l'Inde qui peuvent parler aux différents blocs. C'est-à-dire des acteurs capables d'interagir avec les puissances occidentales et orientales, avec les puissances piliers du système monde, et de se placer ainsi au centre des enjeux géopolitiques contemporains. Dans ce contexte, le Moyen-Orient constitue un territoire stratégique pour le passage des routes logistiques et énergétiques eurasiatiques et eurafricaines. La perspective d'une connexion géoéconomique d'échelle pan-continentale eurasiatique portée par la Chine avec son projet des nouvelles routes de la soie, la Belt and Road Initiative, représente le grand défi stratégique que les Anglo-Américains doivent contenir. Il s'agit pour l'Amérique d'empêcher ou au moins de ralentir la connexion de la Chine à l'Europe via le Moyen-Orient et de favoriser en miroir son propre corridor géoéconomique concurrent, l'IMEC, l'India Middle East Europe Economic Corridor. L'IMEC, dont la signature a eu lieu en marge du G20 de septembre 2023, prévoit une route maritime qui relierait l'Inde au golfe Persique et une route reliant l'Arabie Saoudite à l'Europe via la Jordanie et Israël par voie ferroviaire et maritime. La signature de cet accord, qui a eu lieu durant le G20 de cette année, un mois avant le début de la guerre en Palestine, une réunion qui se déroulait significativement en Inde et dont furent absents la Chine et la Russie. L'Inde, qui est aussi un membre fondateur des BRICS, pratique habilement cette doctrine du multi-alignement dont je vous ai parlé, qui fait de son statut de puissance moyenne ascendante une puissance incontournable entre Eurasie et Occident que chaque partie se dispute. L'Inde a en outre différents contentieux territoriaux avec son voisin chinois. Et déjà, on a pu voir ces images de nombreux Indiens qui commencent à partir pour aller travailler en Israël, puisque l'Inde a développé des liens étroits avec Israël depuis de nombreuses années.
L'Inde est le deuxième partenaire de l'Afrique, derrière la Chine et devant les États-Unis et la France. Elle bénéficie d'une image positive, car comme l'Afrique, elle fut colonisée par les puissances européennes. Le souvenir de la conférence de Bandung en 1955 et la politique de non-alignement expliquent bien entendu cette affinité. Économiquement, l'Inde est très présente dans le domaine pharmaceutique et celui des télécommunications. Ce corridor IMEC, Inde, Moyen-Orient, Europe, est un projet stratégique qui vise à soutenir la connexion et l'intégration économique entre l'Asie, le Golfe Persique et l'Europe. Le journal britannique Le Guardian commentait ainsi la création de l'IMEC en septembre dernier. Monsieur Biden a déclaré qu'il s'agissait d'un investissement qui change la donne. Madame von der Leyen a décrit le projet comme, je cite, étant bien plus qu'un simple chemin de fer ou un câble. Il s'agit d'un pont vert et numérique qui traverse les continents et les civilisations. Le corridor envisagé relierait donc l'Inde, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la Jordanie, Israël et l'UE par l'intermédiaire de ports maritimes et d'itinéraires ferroviaires dans le but de rendre les échanges commerciaux plus rapides et moins coûteux et de stimuler la coopération économique et la connectivité numérique dans toute la région. Ce projet pourrait accélérer de 40% les échanges entre l'Inde et l'Europe et contribuer à normaliser les relations entre Israël et les États du Golfe, ce que l'administration Biden s'efforce de faire. Donc là, on était un mois avant le déclenchement de la guerre actuelle. Cette initiative ferait également contrepoids au vaste corridor d'infrastructures de la Chine, le projet Belt and Road, qui s'étend actuellement à travers l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, et qui a donné à la Chine une influence considérable sur des pays dont l'économie est en difficulté. L'IMEC est en outre un couloir d'hydrogène propre qui relierait l'Inde à l'Europe en passant par la Jordanie et Israël. Marseille et le port du Pirée pourraient devenir des points d'accès en Europe pour ce projet s'il voit le jour. Et là c'est intéressant, le port d'Haïfa en Israël est un point stratégique de ce couloir logistique et énergétique alternatif aux routes de la soie. En 2023, les investisseurs indiens ont effectivement supplanté les investissements chinois dans le port d'Haïfa. Mais le port du Pirée, en Grèce, reste quant à lui contrôlé par le principal armateur chinois, COSCO Shipping. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ça, c'est que le port d'Haïfa en Israël, quelques années auparavant, les Chinois avaient massivement investi dans un terminal logistique. Et puis justement, là, cette année, en parallèle de cette signature pour ce couloir concurrencier aux nouvelles routes de la soie, les investisseurs indiens deviennent quasiment les propriétaires, enfin les principaux propriétaires du port d'Haïfa. Donc on voit là un réalignement d'Israël. Il faut savoir que depuis des années, Israël se rapprochait de la Chine et les États-Unis ne voyaient pas d'un bon œil ce rapprochement et poussaient les Israéliens à rompre ce rapprochement. Par ailleurs, la Chine, comme la Russie, maintenait une forme d'équilibre des puissances dans la région en assurant les intérêts stratégiques et sécuritaires à la fois des partenaires comme l'Iran et à la fois d'Israël. Depuis la guerre, depuis 7 octobre, eh bien, on peut voir que cet équilibre est largement menacé. Rappelons aussi qu'un important gisement gazier est situé au large de la bande de Gaza. Il est donc ainsi dans l'intérêt israélien, mais aussi américain, de débarrasser Gaza de son autorité politique actuelle et de la diaboliser après l'avoir alimentée pendant plusieurs décennies. Supprimer le Hamas, puis déporter une partie significative de la population survivante de Gaza pour ensuite normaliser économiquement cette zone, avec peut-être l'aide de l'Arabie Saoudite et d'autres pays du Golfe, et dans la continuité de la vaste recomposition régionale du Moyen-Orient qui se déroule depuis 1991 avec la première guerre d'Irak. Une recomposition qui ne se décide pas qu'en Israël, mais dont Israël souhaite être, bien entendu, un pivot clé. Alors, ça aussi, il faut comprendre que dans tous ces points
confrontation finalement entre ce que les Russes appellent l'Occident politique et le rival stratégique actuel qui est l'entente sino-russe, eh bien, que ce soit en Ukraine ou ailleurs, au Myanmar, en Birmanie, il y a régulièrement la question des matières premières et notamment quelque chose qui va prendre toujours plus d'importance, c'est la question des métaux rares, comme le lithium, qui est indispensable pour les batteries des voitures électriques, et notamment le sous-sol du Donbass, qui contient beaucoup de lithium, et dont la compagnie australienne, European Lithium, prévoyait l'exploitation avant l'éclatement de la guerre. Idem au Myanmar, en Birmanie, qui en plus là aussi comme à Gaza, d'avoir du gaz et du pétrole au large de ses côtes, a aussi des terres rares, en plus d'être aussi un des lieux de production principaux des stupéfiants dans le monde. Donc ces points de crispation et de conflictualité régionaux s'insèrent dans cette longue guerre mondiale, dans la phase actuelle de cette longue guerre mondiale dont je vous ai parlé, qui dure finalement depuis un siècle, et dans laquelle le cosmopolitisme anglo-américain cherche à séparer ce qui peut être considéré comme autant de sous-continents à l'échelle eurasiatique, c'est-à-dire l'Europe, le Moyen-Orient, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, les séparer du cœur stratégique de l'île mondiale eurasiatique, de ce que les stratèges anglo-américains comme Mackinder appelaient le Heartland. Durant la guerre froide, la guerre dite froide, avec, rappelons-le, 2 millions de morts en Corée et presque autant au Vietnam, comme durant cette guerre froide, l'impérialisme libéral cherche à découpler méthodiquement le pourtour eurasiatique, Rimland, de l'influence des puissances eurasiatiques ascendantes du moment. Après la France au début du XIXe siècle, puis l'Allemagne au XXe siècle, c'est désormais le couple sino-russe qui constitue le pôle d'intégration eurasiatique que les puissances thalassopolitiques anglo-américaines doivent contrecarrer et contenir pour maintenir leur hégémonie sur le système monde contemporain. Heartland, île mondiale, océan global, etc. Ces catégories géopolitiques furent forgées il y a un siècle par Alfred Mackinder, puis reprises par ses successeurs afin de donner une assise conceptuelle à l'hégémonie à l'époque britannique. Elles furent ensuite réactualisées par des gens comme Spikeman et Brzezinski quand la puissance thalassopolitique s'est transférée aux États-Unis. Ces catégories demeurent plus que jamais d'actualité et sont au cœur de la géopolitique globaliste et des actions de ces réseaux dans le monde, comme par exemple ceux de l'Open Society Foundation que j'ai étudié dans mon premier ouvrage. Parce que quand on regarde la géographie de l'Open Society Foundation, on voit que toutes ces fondations sont toujours situées dans ces zones géopolitiques stratégiques où la géopolitique globaliste cherche à avoir son influence, que ce soit en Europe, en Asie centrale, en Asie du Sud-Est, par exemple en Birmanie, où l'Open Society était très présente et où elle a été chassée par la junte militaire qui a pris le pouvoir en 2021. Donc on voit ces lignes de force en quelque sorte qui nous éclairent sur l'action du globalisme au temps long et sur les vrais rapports de force de notre époque et qui nous sont dissimulés. Dans les autres points qui peuvent permettre d'éclairer la séquence dans laquelle que nous traversons, on pourrait parler, donc, je vous ai parlé de cette
finalement de cette lutte que mènent les globalistes pour faire advenir une forme politique globale, supra-étatique et post-nationale. Et finalement, il y a cette dialectique qui s'est installée entre les États-nations qui ne remplissent plus complètement leur rôle et l'État mondial ou la tentative d'État mondial qui reste inachevée. Les stratèges chinois et maintenant russes proposent un troisième terme qui est celui d'État-civilisation. Ce qui est inquiétant dans cette histoire, c'est que la Fédération de Russie ne se conduit pas comme un État, mais se considère comme une civilisation. Et au terme de civilisation, les pays baltes font partie de la civilisation russe. Et donc c'est quelque chose qui quand même est extrêmement menaçant pour toutes les frontières adjacentes. Parce qu'à partir du moment où, et c'est le cas de l'Estonie, où il y a ce qu'ils appellent des russophones ou des minorités, je dirais plutôt soviétisées, et qui tiennent bon cet ancrage dans le pays, bien sûr que la menace peut arriver à tout moment. C'est ce qui est arrivé avec le Donbass. Donc les choses peuvent se reproduire de façon contournée. Ouais. Qui correspond parfaitement à l'histoire... déjà à l'histoire de la Russie, mais encore plus à l'histoire de la Chine, puisque finalement les Chinois ont intégré un peu dans leur code source politique qu'il serait une forme d'État particulier qui serait un État-civilisation, c'est-à-dire une civilisation qui aurait réussi à devenir une forme politique spécifique qui se maintiendrait dans le temps malgré les changements de forme extérieure. Ils disent que finalement l'échec de l'Europe, c'est de ne pas avoir réussi à être devenu un État-civilisation. Et finalement, l'Europe cherche, certains États-nations de l'Europe cherchent à devenir directement un État mondial sans avoir cherché à être un État-civilisation. Donc c'est une notion intéressante à connaître pour comprendre aussi un petit peu le point de vue chinois sur les relations internationales contemporaines. Et finalement, c'est toujours cette idée qu'entre l'État-nation et l'État mondial, il pourrait y avoir cette troisième forme qui serait en quelque sorte l'Empire. Cela ne correspond pas forcément à l'histoire de notre nation à nous, de la France, puisque justement nous avons toujours lutté pour ne pas être absorbés par les empires extérieurs, et finalement la dernière fois où nous avons voulu être un empire sous Napoléon, eh bien ça s'est soldé par un échec dramatique. Donc finalement on peut avancer l'idée que l'État-civilisation correspond assez bien à la réalité chinoise ou peut-être russe, et l'État-nation reste la réalité qui correspond à la France. Le problème des nations européennes étant finalement que ce projet d'État-civilisation européen a maintenant été, on pourrait dire, pour prendre un terme de Lucien Cerise, neuropiraté par les globalistes, et l'idée d'Europe est maintenant a été subvertie et ne représente, enfin, n'a d'européenne que le nom, et représente en fait l'idée de constituer un étage européen de la fusée mondialiste. Encore un autre point qui nous permet, et là encore ça tourne autour de la notion d'État, qui nous permet de comprendre un petit peu la phase que nous traversons. Donc dans cette idée justement de faire sauter l'État pour arriver à un État mondial, les mondialistes n'attaquent pas qu'une structure, ils attaquent quelque chose de beaucoup plus profond.
certains théoriciens des relations internationales, comme Carl Schmitt, avaient avancé l'idée que, reprenant ainsi la tradition chrétienne de la notion d'État, c'est que l'État est plus que simplement une forme politique. Il y a une forme de mystère de la fonction de l'État, et sa fonction, c'est d'être un frein au chaos. On a parlé déjà de cette idée qui a commencé, ce débat qui s'est ouvert vraiment avec les Lumières, avec ceux qui disaient finalement qu'est-ce que l'homme à l'état de nature ? Est-ce que l'homme à l'état de nature est bon, et finalement c'est presque le politique qui le corrompt, ou bien est-ce qu'au contraire l'homme à l'état de nature aurait une tendance au péché, ou serait enclin naturellement à la conflictualité, et en ce cas-là, le politique serait un frein à cette tendance. La tradition réaliste des relations internationales penche pour l'idée que le politique et l'État sont un frein à cette tendance. Donc dans le mystère en quelque sorte de la fonction de l'État, c'est quelque chose qu'avaient déjà théorisé même les pères de l'Église, dans l'idée que finalement l'État est ce qui retarde même la venue même de ce que saint Paul appelait l'anomie généralisée, c'est-à-dire l'absence de nomos, l'absence d'ordre. C'est le premier à avoir parlé de cela, c'est saint Paul qui disait justement, lorsque les premières communautés chrétiennes s'organisaient, et que certaines pensaient que le retour du Christ était imminent, saint Paul leur expliquait, notamment aux communautés de Thessalonique, donc dans ses lettres aux Thessaloniciens, il expliquait qu'avant que vienne l'Antéchrist, qu'il appelait le prince de l'anomie, qu'on pourrait se traduire par le prince du désordre, c'est-à-dire en fait une forme de souverain qui régnerait sur un ordre inversé. Cela fait tout de même un peu penser à certains phénomènes qu'on observe à notre époque. Et bien que, avant que ne vienne ce prince du désordre, donc l'Antéchrist, avant que vienne le Christ, il fallait que vienne l'Antéchrist, ce prince du désordre. Mais pour que vienne ce prince du désordre, il fallait que soit levé ce qu'il appelait le katéchon. Katéchon qui signifie en grec freiner. Donc il faut que soit levé celui qui freine le désordre. Tous les pères de l'Église, il y a eu plusieurs traditions, mais la tradition qui a fini par s'imposer, c'est l'idée que ce mystérieux acteur, cette mystérieuse puissance qui en quelque sorte freine la venue de l'Antéchrist et du désordre généralisé, c'était l'État. On peut même dire c'est le politique. Dans mon premier livre, je m'étais interrogé sur pourquoi tous ces réseaux mondialistes, en premier lieu Open Society Foundations, s'attaquent à ce point-là et en permanence à l'idée justement d'État, de souveraineté. C'est, je pense, selon moi, le fond, on va dire, finalement il y a l'analyse politique, géopolitique, géoéconomique, que je vous ai expliqué, puis il y a l'analyse métapolitique au niveau de la métaphysique des idées politiques. Et bien c'est là qu'on touche le mystère de la fonction de l'État. C'est réellement cela, c'est-à-dire tous ces réseaux mondialistes attaquent la souveraineté et l'État et le politique parce qu'il s'agit d'un frein au chaos généralisé et à la possibilité même de créer un ordre, comme dit Youssef Indy, un ordre anomique, c'est-à-dire un ordre antinomique, un ordre inversé. Et comment ne pas voir, en tout cas en Occident, les appels constants et répétés à la constitution d'un tel ordre dans tous les domaines de l'existence. Eh bien, je pense pour ma part que la lutte, le cœur de la lutte actuelle entre finalement mondialisme, cosmopolitisme, État mondial et la notion d'État, la notion de politique, c'est ce point précis. Et dans ce mystère de la fonction de l'État, dans ce mystère catéchontique de la fonction de l'État,
la France a évidemment un rôle fondamental à jouer comme catéchone gallo-romain occidental, comme frein à ce chaos, à cette dissolution universelle mondialiste, comme la Russie le joue ce rôle en tant que catéchone chrétien orthodoxe. Donc forcément, et si on regarde bien dans l'histoire contemporaine, là où les révolutions mondialistes ont été déclenchées en premier, d'abord la France, et puis la révolution bolchevique. Et dans les deux cas, d'ailleurs, on a eu l'exécution l'exécution du principe qui incarnait la souveraineté, c'est-à-dire le roi, empereur en Russie. Donc on a cette volonté de décapiter le politique, décapiter l'État, et finalement décapiter l'ordre en tant que tel, et pour créer justement cette horizontalité totale, où il n'y a plus d'État, plus de verticalité, plus de frein au chaos, et finalement, dans une perspective chrétienne, plus de frein au prince du chaos, à l'antéchrist. Et là, ça rejoint peut-être une dernière idée que je développerai dans peut-être un prochain livre ou un prochain texte, c'est l'idée, que se passe-t-il si, effectivement, comme nous le constatons, s'il n'y a plus de retour en arrière, notamment dans les transferts de la souveraineté française vers cette souveraineté globaliste, européiste, qui encore une fois européenne que le nom. C'est pas l'Europe au sens traditionnel. Mais que se passe-t-il à ce moment-là ? Je pense pour ma part que si cela devait advenir, définitivement, eh bien ça serait un signe que nous serions entrés dans une période inédite dans notre histoire, une période qui a été entrevue là par un autre religieux qui s'est penché sur les phénomènes politiques, c'est le cardinal Newman, qui était un hiérarque de l'église anglicane, qui s'est converti au catholicisme au XIXe siècle, et qui lui disait que il avait fait un long sermon, même une série de sermons, je crois, sur qui serait l'antéchrist, la nature de l'antéchrist. Il disait que l'antéchrist, un des signes de la venue finalement de ce prince du chaos, ce serait la reconstitution d'une caricature d'empire romain sur les ruines de l'empire romain historique. Et c'est intéressant parce que cette idée de romanité, c'est vraiment ce que des gens comme Carl Schmitt au XXe siècle avaient mis en avant, justement comme frein au chaos mondialiste. Et c'est même actuellement ce que des gens comme Alexandre Loughin mettent en avant pour la Russie comme héritière de la romanité byzantine, de la romanité orthodoxe, de la troisième Rome qui fait suite à Constantinople, la seconde Rome. Et bien finalement cette anti-Rome qui prendrait qui se mettrait en place sur la forme historique romaine ne peut se faire qu'en détruisant les restes de la romanité réelle. Et la France est l'héritière catholique de cette romanité. Donc je pense que si nous allons vraiment vers un transfert, et on a on le constate tous dans tous les domaines, mais on a notamment par rapport à la doctrine nucléaire de la France dont je vous ai parlé au début de l'exposé, Macron attaque sans arrêt cette doctrine-là, en fait. Cette doctrine sur laquelle repose la souveraineté française contemporaine, notamment avec l'idée du partage des forces, de l'arme nucléaire française au niveau européen, de l'idée que la France engagerait sa défense nucléaire pour la défense de pays comme la Finlande face à la Russie et autres. Donc on a constamment ces attaques-là, et puis évidemment on a tous les transferts politiques dans tous les domaines. On parle du problème de l'agriculture actuellement
on est au cœur, là encore, de ce transfert de sphère fondamentale de la souveraineté vers l'Europe. Là aussi encore l'enjeu en Ukraine. Donc on a vraiment cette tentative de faire émerger ce super État européen. Et il ne peut se faire que, et c'est ce qu'avait très bien compris De Gaulle, sur les ruines de la France, et en tout cas sur la partition de la France. Le scénario qui est, selon moi, assez prévisible, hein, c'est que, enfin, ils pourront jouer facilement sur les leviers intercommunautaires, sur l'installation, je veux dire, de l'islamisme politique, sur tous des leviers. Une fois qu'ils auront installé l'islam politique, ils peuvent l'activer. Après, c'est le scénario yougoslave. Hein. On fait éclater un pays en appuyant sur ces fractures interethniques, interreligieuses, intercommunautaires. Et progressivement, là, on déconstruit la France. Et comme je vous disais, un pays souverain, à l'époque moderne, un pays souverain, c'est un pays qui a l'arme nucléaire. Et un pays qui a l'arme nucléaire, on ne peut pas lui faire la guerre frontalement, comme on peut faire la guerre, par exemple, à la Syrie ou à d'autres pays qui n'avaient pas l'arme nucléaire. Un pays qui a l'arme nucléaire, on ne l'envahit pas, on le subvertit et on le déconstruit de l'intérieur. Et surtout, le propre de la subversion, c'est de ne pas faire penser aux citoyens ou aux sociétaires qu'il est envahi ou qu'il est dirigé directement par l'étranger. Donc on a c'est finalement le en même temps de Macron, c'est cela, c'est-à-dire que Macron est là pour appliquer l'agenda euro-globaliste en France, mais en même temps il fait mine de continuer de se préoccuper de problèmes qui sont effectivement fondamentaux pour l'État, que ce soit la démographie et autres. Mais il n'est pas là pour ça. Son programme, c'est le démantèlement de la France. Donc je pense que nous sommes arrivés à cette échéance-là, à cette échéance réellement métapolitique de l'avenir non seulement de la France, mais vraiment de la civilisation et même de l'humanité. Et cela va se décider, se décanter dans les prochaines années. Et nous verrons que, nous allons vivre soit le redressement de la France, qui peut être là aussi de nature très rapide, quand les redressements de la France sont arrivés par le passé, ils se sont généralement faits au bord du gouffre. Ou bien, effectivement, nous serons arrivés à une échéance, mais si cette échéance a lieu, ce ne sera pas juste quelque chose de politique, ce sera le signe de quelque chose de bien plus important que cela. Voilà, je pense que je peux passer aux questions, si vous voulez, pour développer un peu chacun de ces thèmes. Merci. Ce que vous appelez la géopolitique globaliste, n'est-ce pas tout simplement l'automouvement de l'économie capitaliste? Parce qu'on le voit bien, la guerre en Ukraine, par exemple, bon, il y a ce qu'on raconte à la télé, mais en fin de compte, c'est tout simplement les États-Unis qui ne veulent pas du concurrent Europe, qui ne veulent pas tout simplement que l'Europe s'allie avec la Russie pour les matières premières et tout ça. Et donc les États-Unis veulent détruire l'Europe, veulent détruire ce concurrent Europe. Pareil pour Israël. Vous avez parlé, vous avez cité, je me souviens plus exactement, de ressources qui sont dans la bande de Gaza. On pourra ajouter que Israël a un projet d'installer des cages à poissons tout le long de la bande de Gaza. Donc là aussi, c'est un intérêt économique. Pareil pour la route de la soie, pareil pour l'autre route que j'avais citée. Donc en fait, je dirais que tout peut se résumer à ce mouvement capitaliste qui empare le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais je pense que finalement il y a ces différents niveaux qui se superposent
qui s'entrelacent même les uns aux autres. Et il y a le niveau économique, capitaliste. Il y a le niveau mais je veux dire, quand on est au niveau, par exemple, des super capitalistes comme Bill Gates, Soros, et même ceux qu'on ne voit pas aussi, eh bien, on est à un autre. Enfin, l'argent c'est de l'énergie pure. Ça permet de modifier le monde, de le transformer selon son projet. Et le projet, c'est quand même la domination globale sur l'humanité et sur le vivant, et même la transformation du vivant et la transformation de l'humanité. Si on est dans le premier livre, je parlais de l'influence qu'ont eu par exemple les penseurs de la cybernétique sur Soros et tout ce courant globaliste. C'est la volonté la cybernétique, c'est la science des systèmes. Eh bien, c'est nous faire passer d'un système qui était encore, on pourrait dire, classique malgré tout, à un système cybernétique et transhumain. Donc, mais effectivement, alors, le niveau capitaliste est fondamental. Donc vous avez parlé, l'enjeu en Ukraine, c'est effectivement de séparer. Vraiment, cette question de l'Europe, c'est pour ça que l'Europe, c'est une cage en fait. C'est comme l'OTAN, ça nous est vendu comme quelque chose qui serait un facilitateur de la puissance des nations européennes. Mais en fait, c'est pour enserrer cette puissance, pour l'empêcher. Et les Américains voulaient à la fois favoriser la construction européenne, mais pas non plus, si cette construction devient réellement un moteur de puissance, comme l'avait d'ailleurs envisagé De Gaulle, avec l'Europe des six, ou une Europe plus dominée par la France, et bien là, il faut la maintenir. Si l'Allemagne se rapproche trop de la Russie, eh bien il faut la freiner. Donc on a effectivement mais ça, si vous lisez, ce qui est frappant, c'est de lire les géopolitologues anglo-américains comme Mackinder par exemple, qui avant la Première Guerre mondiale expliquait clairement qu'il faut absolument empêcher les Germains et les Slaves de s'unir, et pour ça il faut faire tout un corridor de petits États entre l'Empire allemand et l'Empire russe. Et c'était la même chose que maintenant avec les idées d'intermarium, et de la même manière d'ailleurs, quand Lénine a pris le pouvoir en Russie, malgré le fait que le pouvoir était subversif, pour des raisons géopolitiques, Mackinder et les Britanniques vont appuyer les Russes blancs pour freiner les bolcheviks et pour les contenir justement. En fait, tout ça c'est de la physique en fait, de la physique sociale et politique. Donc, effectivement, il y a ces enjeux-là. Il y a ces enjeux, comme je vous ai décrit, entre Israël. Israël ne pourrait pas exister sans l'appui américain. Mais il y a malgré tout en fait, il y a des frictions. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre et qui n'est pas toujours évident. C'est que tout le monde lutte contre tout le monde, en quelque sorte, dans un tel système. Mais il y a des camps. En tout cas, il y a des pôles, si on veut. Voilà. Et donc, et ces pôles se confrontent. Mais au sein même de l'Occident, il y a des luttes internes. Au sein même de l'Eurasie, il y a des luttes internes. Et puis après, il y a une lutte plus globale, plus stratégique, là, qui est clairement entre deux systèmes tout de même assez différents. C'est le système occidental, où c'est les multinationales et le capitalisme qui a pris le pas sur les États, et le système, la gouvernance type russe ou chinoise, où c'est toujours l'État qui reste quand même le décisionnaire ultime, et qui, en fait, on a un capitalisme dirigé. On pourrait dire un paléo-capitalisme par rapport au turbo-capitalisme occidental. Alors après, on peut considérer que c'est deux formes d'une même réalité capitaliste qui s'affrontent, une forme, on pourrait dire, moderne et une forme plus archaïque, et finalement pour les populations ça ne change pas grand-chose. Au final, je pense que ça change quand même d'orientation dans la mesure où, que ce soit en Chine ou en Russie, en tout cas au moins le pouvoir ne fait pas l'apologie de ce que je vous décrivais enfin l'exposé, de l'anomie, de l'inversion des valeurs. Après, c'est un pouvoir réaliste, donc froid. Nietzsche disait l'État c'est le plus froid des monstres froids, donc un pouvoir cynique avec la raison de l'État, mais au moins dans la société n'est pas fait on ne cherche pas à transformer l'anthropologie
de la société. Je ne sais pas si ça pourra résister à la marche globale, mais la différence, elle est quand même... il y a une différence de nature. Si je peux me permettre de rajouter juste un mot, parce que vous avez évoqué Bill Gates. S'il y a effectivement plusieurs pôles actuellement, le but c'est d'aller vers deux pôles, les exploiteurs et les exploités. Si Bill Gates a acheté 100 000 hectares de terre aux États-Unis, c'est pas pour conduire le tracteur lui-même. C'est pour avoir des milliers de salariés. Alors qu'aujourd'hui, c'est un peu comme en France, j'imagine, il y a beaucoup de petits patrons. Oui, oui. Et on le voit bien aussi dans les actualités, le président de la FNSEA a 700 hectares. Toutes les terres d'Ukraine sont déjà achetées par les grands groupes, les fonds de pension, etc. Donc le but, c'est bien de cultiver la terre, mais avec des salariés. Oui, oui. Donc, mais si vous regardez, par exemple, ils ne peuvent pas encore faire... Enfin, la fondation Gates est implantée à des relais en Chine, mais elle ne peut pas acheter encore tous ces hectares de terre en Chine. Ouais, c'est encore l'État, par exemple en Chine ou en Russie, ou même en Iran, ou même, qui freine, en fait, qui sélectionne finalement ce qui peut rentrer ou sortir en termes de gros investisseurs de ce type-là. Alors qu'en Occident, et notamment en France, on se fait complètement absorber par cette espèce de géant. Et l'illusion, en fait, c'est qu'on a encore ce vernis de politique nationale qui nous fait croire qu'on est dans une politique nationale. Mais les restes d'États qui continuent d'exister pourraient être retournés dans une forme d'ingénierie sociale positive si des souverainistes avaient le pouvoir. Oui. Quel est le rôle de la France dans l'Europe dans les prochaines années? Justement, tant que c'est sous la gouvernance Macron, le rôle de la France, c'est d'être l'avant-garde de l'intégration européenne, européiste. Elle est là que pour la bombe nucléaire? Pardon? Elle est là que pour la bombe nucléaire? Je comprends pas bien. Elle n'a que la bombe nucléaire. Elle a la bombe nucléaire, c'est le seul pays en Europe oui, qui a c'est la ça. bombe nucléaire. Oui. Ouais. Justement, c'est pour ça que Macron parle constamment du partage de l'arme nucléaire avec l'Allemagne, avec les autres pays européens. Enfin, ils veulent progressivement dissoudre cette exception, en fait, faire passer l'arsenal nucléaire français dans un arsenal nucléaire d'un futur État européen. Avec toutes les lois là, qui vont passer sur la mobilisation des ressources et la conscription obligatoire en cas de guerre, ce genre de choses. Voilà. Après, là, tout de même, bon courage pour transformer la société actuelle en une société de guerriers. Mais après, quand les gens sont pauvres et désespérés, mais je ne crois pas que face aux Chinois ou aux Tchétchènes, ça puisse faire grand-chose avec des armées de geeks et de racailles, mais on peut essayer. On peut essayer, Oui. Alors, ce qui est très intéressant, ce dont vous parlez, c'est du frein, et que l'État serait le frein au chaos. Oui. Et vous nommez en particulier les pères de l'Église et Saint-Paul. Et ce qui m'étonne, c'est que au-dessus de l'État, il y a l'esprit, c'est-à-dire l'Église. L'État, pardon, Au-dessus de l'État, il y a l'Église. Oui, bien sûr. Oui. Et c'est l'Église qui est quand même porteuse de l'esprit. Et ce qui est frappant, et vous n'avez peut-être, c'est pas un reproche, mais pas souligné dans votre analyse, mais qui de toute façon converge vers l'état dans lequel on vit, c'est-à-dire le super-état mondialiste, c'est que celui qui devrait être porteur, donc le frein par rapport à ce chaos global est le représentant de l'Église universelle, c'est-à-dire le pape. Or, ce pape lui-même est porteur des idées mondialistes. Il est lui-même le porteur de l'inversion. C'est-à-dire qu'il est, c'est-à-dire le messager de l'Antéchrist. Nous sommes vraiment à l'époque où on peut dire que le pape est l'inverse de ce qu'il devrait être. Et il fait comme Macron, il fait du en même temps. C'est-à-dire, par exemple, quand il va à Saint-Pétersbourg, il parle aux jeunes Russes, il leur dit oui, vous êtes la Russie éternelle, la Sainte Russie et tout. Puis après, il va, en même temps, en France, il va combattre les traditionalistes catholiques. Il fait du en même temps. Et alors, cet en même temps, c'est pas rien, c'est un des
des théologiens préférés de Benoît XVI, qui était, alors j'ai oublié le nom, qui était un contemporain, je crois, de Saint-Augustin, ou qui le précède, avait théorisé cette idée qu'à la fin des temps, l'Église serait scindée, se déchirerait en deux en quelque sorte, et ce serait l'Église et l'épouse du Christ, mais c'est aussi de l'Église que sortirait l'Antéchrist. Voilà. Donc on peut se demander là encore si ce n'est pas un signe aussi de quelque chose qui est en train de se passer, comme un autre signe qui est là, qui est gros comme... qui est gigantesque, si on étudie l'histoire des différentes religions, c'est le retour des Juifs en Terre Sainte, le fait que leur puissance augmente, que leur état est en train de étape par étape, de se reconstituer, et l'objectif qu'ils ont, notamment le gouvernement actuel, et certains membres de la majorité, parce qu'il y a le Likoud, mais il y a les autres alliés dont on parle peu, des mouvements comme Force Juive, comme Noam, d'autres mouvements, dont le ministre actuel de la sécurité israélienne, qui veulent reconstruire le temple de Jérusalem. Qui veulent reconstruire le temple de Jérusalem et faire de Jérusalem une théocratie. C'est-à-dire, on parle constamment de l'islam politique, on parle de la République islamique d'Iran, mais on n'explique jamais que l'allié occidental, que soutiennent toutes les chancelleries occidentales d'Israël, l'actuel gouvernement a un projet théocratique et suprémaciste racial, en plus. Parce que c'est l'idée vraiment de... D'ailleurs, c'est sur ces points-là, certains de ces points, que l'Afrique du Sud a pu attaquer Israël auprès de la Cour de la Haye, sur l'aspect génocidaire des discours répétés, notamment sur la réduction des Palestiniens à ce que les textes de la Bible appellent les Amalécites, c'est-à-dire un ennemi qui ont affronté à un moment donné les Hébreux et qu'ils ont exterminés. Dans la Bible, les Amalécites attaquent les Hébreux et c'est une menace qu'ils doivent se défendre contre les Amalécites, et ils les rencontrent, je crois, à 2 reprises. Et dans la 2e reprise, Yahvé leur dit: vous devez tous les tuer, y compris femmes, enfants, tous, y compris leurs animaux. Et donc Netanyahou et d'autres hommes politiques israéliens régulièrement font référence à Amalek. Donc ils appellent les ennemis les Palestiniens Amalek. Ils disent: Amalek est toujours là, nous nous souvenons d'Amalek, nous avons le devoir de nous souvenir qu'Amalek nous attaque. Voilà. Et donc c'est sur cette base d'accusation-là, sur ces propos-là, qui font référence à des génocides dans la Bible, eh bien que que l'Afrique du Sud, notamment, a monté son dossier contre Israël. Je fais ce parallèle pour dire que voilà, ça rejoint encore l'idée, justement, ce que disait monsieur. Alors il y a l'aspect capitalisme, il y a l'aspect des idées, et l'aspect des idées profondes et de la religion, en fait, dans tous les acteurs, même dans les puissances sécularisées. C'était Vincent Payon, ancien ministre de l'Éducation nationale, qui disait que la République a une religion, en fait, et que c'est une religion, qui a un projet religieux derrière. Donc si même la France, qui est censée être sécularisée, si même la République française a un projet religieux, encore plus les Israéliens, le gouvernement israélien actuel. Et donc pour dire tous ces signes, voilà, parce que vous parliez un peu de ces signes, il y a la papauté qui devient de plus en plus anomique, on va dire. Il y a cet super-État européen qui grandit, et notamment au préjudice de la France, qui est l'héritière réelle de Rome, en tant que puissance politique. Vous avez dit, il y a l'Église romaine, mais la puissance politique, c'était du moment qu'il n'y a plus le Saint-Empire romain germanique, c'était la France. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est le symbole de l'Union européenne, qui est censé être la couronne mariale. Alors et c'est aussi les couleurs de la cape d'investiture que portait l'empereur du Saint-Empire romain germanique, bleu avec des étoiles dorées. Mais toutes ces références-là, déchristianisées, il est interdit de faire référence aux racines chrétiennes de l'Europe. Donc en fait, et l'Église même moderne, l'Église version Jean-Paul II, Bergoglio, essaye à chaque fois de faire dans un esprit jésuite, en fait. C'est-à-dire les jésuites pensent qu'ils peuvent finalement faire une forme de mondialisme catholique, en fait, où ce serait l'Église catholique qui serait un petit peu l'esprit de
ce mondialisme et qui en quelque sorte peut-être freinerait les pires aspects. Parce que finalement on voit que malgré tout sur l'avortement, sur des questions comme ça, même Bergoglio continue d'être sur des positions catholiques. Donc on peut penser qu'il y a une forme d'aggiornamento où ils se disent on va faire une forme de mondialisme catholique. Voilà. Mais je pense que c'est... Mais les forces en jeu, surtout si on croit à ce qui est d'aspect surnaturel, dépassent, je pense, même les acteurs qui agissent sur la scène de l'histoire. Alors, qui est au-dessus de tout ça? Après, oui, ça dépend de la lecture qu'on a. Hein. On peut avoir une lecture juste, comment dire, je dirais presque cosmologique, comme les Grecs disaient, le cosmos et le chaos. Voilà, il y a l'ordre et puis il y a le désordre, en fait. On peut même voir ces deux principes qui s'affrontent, hein, presque, et le désordre cherche à gagner sur l'ordre. Et puis après, on peut voir les choses de manière plus, effectivement, plus théologique et plus dans la continuité de la tradition chrétienne, de dire oui, il y a un ordre chrétien, et, enfin, ce que la doctrine de l'Église appelle la paix de l'ordre, et puis il y a la volonté de faire régner l'inverse. Mais bon, après, si on a une lecture, le problème c'est que si on a, en fait, même dans les Écritures, on nous dit qu'on ne sait pas, enfin même le Fils ne sait pas l'heure de la fin du monde. Donc on doit être attentif. Je trouve que c'est intéressant, par exemple, le cardinal Newman, lui, il expliquait à son époque, il disait, tiens, il y a des signes à mon époque, alors lui, c'était au moment de Napoléon. Napoléon est en train de reconstituer, justement sur le dos de la France, une espèce d'empire romain dans lequel l'empereur se place lui-même au-dessus de l'Église, puisqu'il se couronne lui-même, le pape n'a plus que bénir la couronne, c'est Napoléon lui-même qui s'est remis la couronne, qui s'est coiffé de la couronne. Et donc, le cardinal Newman lui disait, tiens, il y a des signes tout de même de ce que les pères d'Église ont toujours dit, qu'à la fin, il y aurait cette caricature d'Empire romain. Et le cardinal Newman avait une vision intéressante, il disait finalement, à chaque époque, on peut voir des signes qui se répercutent et qui se ressemblent. Parce qu'en fait, dès les premiers siècles, par exemple, il y a l'empereur Julien qui arrive et qui essaye de nouveau de restaurer un empire romain païen. D'ailleurs, finalement comme maintenant, en s'appuyant aussi sur les Juifs, en leur promettant la reconstruction du temple. Et il dit à chaque époque, finalement, on a une préfiguration, mais à la fin, ce qui se passera à la fin, ce sera une sorte de résumé un petit peu de ce qu'on a eu, et on aura, symbolisé, il y a des antéchrists, et puis il y aura l'antéchrist final. Alors à quel moment est-ce que nous serons contents, est-ce que ce sera d'autres, voilà, mais on peut voir en fait des schémas qui se répercutent à chaque époque, qui se ressemblent, parce que finalement, il y a quand même un sens aux choses et les choses sont cadrées. Mais on voit quand même à chaque époque, nous, on voit, il y a l'épuisement de l'Église progressif, elle lutte, puis elle s'épuise, donc voilà, donc c'est pareil pour les États, pareil pour l'avancée de ce qui est anormal, de l'anomie, de la subversion, et avec une accélération progressive. Voilà. Et là, maintenant, cette anomie, pour moi, elle bute sur quelque chose. Donc c'est pour ça, là j'ai une analyse métapolitique, c'est-à-dire religieuse et politique, mais d'abord politique, c'est quoi cette fonction de l'État, et finalement, quelle est dans une perspective chrétienne, le dernier État qui se revendique du christianisme, et même dans son discours, dans les discours de Poutine, c'est clair, c'est la Russie. Voilà. Donc après, et ça ne veut pas dire que les forces de subversion ne s'appuient pas même sur ce levier que constitue la résistance russe pour transformer encore plus l'Union européenne en mode belliciste face à cet ennemi. Mais ça, c'est quelque chose, c'est propre à la nature même des choses, hein, c'est la dialectique. En fait, il y a tout lutte. L'univers est une harmonie de contraires, disait Héraclite. Moi, je crois à ça. La lutte ne peut pas être enlevée de la vie, en fait. Et quand elle sera enlevée, ce sera une forme, un état du monde que décrit saint Paul quand il dit « c'est quand vous entendrez les mots paix et sécurité que fondera l'adversaire. » C'est à ce moment-là que en gros, le règne de l'antéchrist arrivera. Quand finalement il n'y aura plus d'antagonisme,
Donc on pourrait se dire, ah, c'est ce que nous vendent les mondialistes en permanence, et notamment cette idée d'autorité supra-étatique qui permettrait cette idée de faire la guerre à la guerre en permanence, cette idée de faire la guerre contre tous ceux qui sont accusés jusqu'à présent, c'est pour ça que c'est une première, avec le début d'accusation sur Israël de génocide, jusqu'à présent c'est les criminels contre l'humanité, ce sont les ennemis, ceux qui sont accusés d'être criminels contre l'humanité, ce sont les ennemis des forces dominantes, les ennemis du globalisme. Donc si vous êtes contre le globalisme, vous êtes un criminel contre l'humanité, vous êtes vraiment un ennemi de l'humanité, vous devez être mis hors de l'humanité. Donc c'est une forme de guerre sainte, donc vous êtes hors de l'humanité, donc tout est permis contre vous. C'est pour ça qu'on peut tout se permettre, et c'est la logique actuelle israélienne, avec toujours, d'ailleurs, ça n'a pas manqué, Netanyahou a brandi Mein Kampf en disant, regardez, on trouve Mein Kampf chez les Palestiniens, donc crime contre l'humanité, donc ennemis de l'humanité, donc peuvent être traités comme des sous-hommes, par ce raisonnement paradoxal. Vous êtes avec les nazis, donc vous êtes hors de l'humanité, donc je peux me comporter avec vous comme un nazi. Oui. J'avais une question par rapport à votre séparation entre les États qui pratiquent l'anomie, dans les propos, et les États qui seraient plus pour l'ordre. Oui. J'arrive pas à m'expliquer pourquoi pendant la dystopie covidienne. Pardon, il n'y a pas de micro en fait. Non, je vais répéter. Donc en fait, je voulais rebondir sur votre idée de séparation entre les États qui pratiquent l'anomie, en gros l'Occident anglo-saxon, oui, c'est ça. Ses satellites, et puis ensuite ceux qui pratiquent l'ordre, qui serait plutôt un sud global, la Chine et la Russie. Mais j'arrive pas à m'expliquer pourquoi lors de la dystopie covidienne, c'est quelque chose en plus qui me vient à l'esprit pour préserver mes libertés individuelles, ou quand on se tourne, en fait, ces pays-là, qui étaient plutôt sud-global, Russie, Chine, ont été les plus maximalistes en fait dans l'application. Alors il y avait les satellites de l'Occident comme l'Australie qui ont été pas mal non plus, je le reconnais. Quand j'ai regardé un petit peu le truc, je me suis dit, au Mexique, ils ont vacciné à tour de bras, au Pérou aussi. En Chine, le vaccin n'était pas terrible, on ne sait pas ce qu'il y avait dedans, c'était un truc un peu à la russe, un peu incompétent, s'ils sont un peu incompétents parfois dans la recherche. La Chine, c'était maximaliste aussi. On avait les tests ARN à l'entrée des supermarchés. Donc en fait, pourquoi ces gens-là sont moins anomiques, mais en termes de liberté individuelle, finalement, au bout du bout, parce que je rencontre beaucoup de gens qui me disent « Oh, on va partir, on affronte ». Je veux partir où? C'est pire ailleurs. Finalement, en Europe, avec notre myriade d'infrastructures, nos routes secondaires, on a échappé au confinement, un peu aussi notre incompétence, un peu l'épuisement aussi. Et finalement, avec tout ça, dans nos pays, on peut s'en sortir en termes de... Je sais pas ce que vous en pensez, oui, en termes de liberté individuelle. Mais il ne faut pas croire, parce qu'en Russie, comment dire, là, je parlais plutôt des puissances qui sont réalistes, des puissances qui sont globalistes, idéalistes. Mais après, sur cette idée d'anomie, est-ce que c'est encore un peu différent, mais effectivement, mais la Russie, comment dire, il y avait des poches de liberté qui n'avaient même pas en Europe, même pendant le Covid. Ah oui, par exemple les restaurateurs, ils se sont ligués à Moscou et ils ont dit non, nous on n'appliquera pas ça, et ça n'a pas été appliqué. Et donc du coup ça s'est arrêté. Voilà. Donc, mais après, ou les écoles. Dans les écoles, il n'y a pas eu les masques. Ce qu'il y a eu en France dans les écoles, c'est quelque chose... Non, mais là, il n'y a pas de liberté. Là, ce sont des gens qui ont maltraité leurs propres enfants. Absolument. Et donc, les gens qui ont accepté ça, je suis désolé, là, ils ont quelque chose... je ne sais pas s'ils vont à l'église ou pas, mais c'est quelque chose de... Et certains ne s'en rendent pas compte. Ils disent, non. Ça, par exemple, en Russie, moi j'ai entendu des gens qui disent, dès que ça a commencé à arriver des idées comme ça, tous les parents d'élèves se liguaient, ils appelaient, non, vous faites ça, on s'en va de l'école, machin et tout. Parce qu'en fait, mais alors en Chine, c'est différent. C'est pas le même état d'esprit. La Chine n'est pas un pays qui est passé par le christianisme. Donc déjà, la notion de personne humaine n'est pas la même. Dans un pays protestant, elle est différente. Dans un pays catholique, elle est différente. Dans un pays orthodoxe, elle est différente. Dans un pays confucianiste, elle est encore différente. Dans un pays musulman, elle va être différente. Donc ça, c'est... Après, pourquoi dans les pays du Sud global, ça a été covidien à fond? Parce qu'en fait, souvent, ce sont des pays qui ne sont pas terminés en matière de construction étatique, parce que ce sont des États récents. Donc en fait, ils ont délégué, vous voyez, la Chine, ils ont délégué des secteurs, tous leurs secteurs
comment dire, sanitaire depuis des décennies. Ils l'ont délégué à l'OMS et à Bill Gates. Genre ça stérilise à tout va depuis longtemps, en Inde par exemple. Voilà. La Chine, c'était la politique un enfant par femme, avortement à fond. C'était cité comme un exemple par les dépopulationnistes comme Paul Ehrlich et autres. Donc c'est pas, comment dire, là je parlais pas en termes de valeur, mais plus en termes vraiment de la place de l'État finalement dans la société. Voilà. Et puis le système chinois, c'est quand même quelque chose de complexe, qui est dur à pénétrer, que moi je ne connais pas assez de l'intérieur, je veux dire. Là je parlais plus par rapport peut-être à la Russie sur ces aspects-là. Après oui, effectivement, je suis d'accord avec vous, même sur ces idées de gens qui disent oui, il faut aller vivre, avant d'aller vivre ailleurs, il faut déjà se battre chez soi, parce que quand tu vas vivre ailleurs, c'est toi qui viens à l'étranger, quoi. Et que ce soit dans un pays amical ou pas, c'est pas ton pays. Donc quand tu n'es plus chez toi, ça va changer beaucoup de choses. Et des fois, moi je préfère, je sais que chez moi, jusqu'en prison, je serai quand même dans mon pays. En fait. C'est du bon en fait, les fins d'empire comme nous aussi, parce que c'est surtout l'incompétence. Pardon ? Les fins d'empire comme oui. Nous, ça a parfois du bon en termes d'incompétence. Pour ça, oui, c'est vrai. Parce que par exemple, quand les gens disaient qu'il y a eu la loi sur la vaccination des professionnels de santé ou des libéraux de santé, je veux dire, quand vous connaissez l'ARS, c'est des agences qui n'ont pas de TP, qui n'ont rien. Je disais aux gens, mais ils ne viendront pas vous contrôler, ils ne peuvent pas. Alors voilà, mais ça tient. En fait, la Russie ou la Chine, ils ont peut-être un État avec des équivalents d'emploi qui correspondent à un contrôle, où ils peuvent contrôler aussi avec la technologie. Mais nous, aujourd'hui, le système n'était pas connecté. C'est vrai. Je veux dire, bon. Oui, c'est bien pour la survie individuelle, mais à plus long terme. Uniquement en termes individuels. Voilà, ça je suis d'accord. Mais à plus long terme, cette espèce de délabrement, au bout d'un moment, ça devient problématique. Parce que c'est. À la fin, c'est l'intention avec laquelle ils ont fait cette histoire de vaccin. C'est un crime. Ah oui, c'est un crime. Plus de la politique, c'est un crime contre l'humanité. Oui. Ils sont aucune morale. C'est une question de morale. Il faut faire renaître la morale un peu. Oui. On ne ment pas. Macron, il ment tous les jours. Tous mentent. Oui. Tous ils volent. C'est des gens qui, jusqu'à, comment ça s'appelle, De Gaulle, le pouvoir, il était pour aider les gens. Plus ou moins. De Gaulle, il était honnête. Maintenant, le pouvoir, c'est le contraire. C'était vacciner, essayer d'éliminer, ils te le disent d'abord. Il faut éliminer la moitié de la population. Oui. Carrément, ils te le disent à la télé. Oui. Oui, c'est une question de morale, de valeur morale. Oui, mais ça ne suffit pas malheureusement. Parce qu'en fait. Et la politique, c'est un peu fini maintenant. Non, mais quand je parle de politique, je ne parle pas de politique au sens forcé. Oui, voilà, là, je parle du politique au sens. Il y aura toujours de la politique. Il y aura toujours du politique en fait. C'est-à-dire du moment qu'il y a des humains qui vivent, il y a du politique. En fait. Si demain là tous on se dit bon on va faire quelque chose ensemble, ben, il y aura du politique parce qu'il y aura du rapport de force, des antagonismes, il y a de la coopération. D'ailleurs, je pense. Tu peux pas obliger quelqu'un de ne pas mentir. Un menteur, c'est le problème. Il coupe la langue, soit il voilà. continue à mentir. C'est pour ça. Et ça ne marche pas forcément. Je ne sais pas. Hein. Non, il faut une dose de charrière, une dose de diversité. Mais pour finir sur ce que disait monsieur, oui, en fait, par exemple, sur la vaccination aussi, c'est intéressant, c'est que, alors, je sais pas, on peut dire que c'est une analyse, quand le covidisme est arrivé partout, qu'est-ce qu'auraient dû faire les Russes, par exemple si ils avaient dit, non, nous, on ne suit pas cette chose-là, qu'auraient dit les Russes eux-mêmes, ou bien voilà, les habitants des villes et tout, ils auraient regardé vers l'Occident et ils auraient dit, ah, on ne nous protège pas, en Occident il faut ce qu'il faut faire, ils font ce qu'il faut faire. Donc finalement, en quelque sorte, l'État a pris les devants, il a injecté ses propres injections, qui semble-t-il ont l'air de faire quand même moins de dégâts que chez nous. Semble-t-il, après il faudrait faire vraiment des analyses serrées. Mais moi de ce que je vois, enfin ça ne tombe pas comme des mouches comme on a vu chez nous. Quoi. Mais après, bon, on voit. Et donc du coup, ça a permis à l'État de montrer qu'il faisait ce qu'il fallait faire. Alors effectivement, et d'ailleurs ce qui est intéressant à analyser, c'est toujours, en Russie notamment, c'est la lutte interne qu'il y a entre des secteurs plus souverainistes de l'État et puis des secteurs plus libéraux. Et ça passe toujours par la même chose, ça passe par la finance,
par la santé, par l'éducation aussi. Et notamment, vous avez la plus grande banque russe, Sberbank, qui est dans l'idée de forme de transhumanisme à la russe. Voilà, donc, et l'État. Et le problème, c'est que je ne sais pas jusqu'où l'État pourrait stopper net les choses. Parce que tout ça, quand ils sont passés d'un état de système soviétique failli à un système donc, libéral qui est en train de qui allait. De toute façon, le but dans les années 90, c'était démanteler l'État et puis séparer la Russie en États-régions. C'est toujours ça le projet, hein, c'est découper les grands États historiques et en faire des micro-États-régions. Enfin, micro à l'échelle de la Russie, c'est des grands États quand même, mais donc la Russie aurait été détruite. Donc, déjà, il y a certains secteurs de l'État qui ont dit stop, on arrête ça. Après, jusqu'où ils peuvent. Déjà, je pense que c'est pour ça que c'est une révolution lente. Et maintenant, c'est pour ça qu'il y a la guerre. C'est-à-dire que jusqu'au Covid, malgré tout, Poutine intervenait. Dans le dernier forum de Davos virtuel où Poutine est intervenu, il a même dit à Schwab, dans le discours, il disait, je ne sais pas s'il y a un système qui ne fonctionne que pour 1 milliard, le milliard doré, etc., soit vraiment un système qui fonctionne. Et progressivement, on a vu les discours se durcir. On a vu Lavrov qui disait oui, le milliard doré, c'est pas juste, c'est aussi l'idée des populations. Certains pensent qu'il y a la dépopulation. Donc chaque fois, on a des signes comme ça. Donc je pense que c'est une lutte à long terme. Après, jusqu'où J'ai bien compris, pour le sud global, là, avec l'État qui n'est pas maturé, effectivement. Voilà, c'est intéressant, effectivement, l'Éthiopie sélectionne encore des gens à l'IRIS aujourd'hui dans les aéroports. Oui. Donc ils appliquent les... Oui, d'accord. Et les Russes, alors, par contre, qu'est-ce qui leur manque pour être véritablement libres? Parce qu'en fait, est-ce que c'est pas le sens moral qui fait défaut entre le passage du communisme chaotique au libéralisme? Est-ce que c'est un pays sans sens moral ou est-ce que c'est un pays avec du sens moral? Je ne connais pas du tout la Russie. Mais moi, je ne m'appuierai pas sur le moral de qui? Des élites, de la population? C'est trop vaste. De la population, quand on regarde moral, c'est personnel, c'est pas collectif. Ça peut aussi l'être. Non, Mais c'est moral, c'est qu'il y a en fait, il y a des... Si vous voulez, c'est ce que j'appelle sens moral, Et encore une fois, c'est quoi? Ça dépend où on le place. Sans texte, en fait. Oui, par exemple, la morale sans texte, j'ai jamais vu en Russie les gens ne plus avoir de contact avec leur famille parce qu'ils risquaient d'être contaminés par leurs enfants. Donc, qui sont les plus moraux? J'ai vu, moi c'est... Non, mais je suis d'accord. Donc, moi là-dessus, je pense qu'il y a des individus moraux partout qui vont vraiment intégrer les normes. Comme je dis, je pense qu'il y a des différences de nature entre par exemple, entre un système chrétien, entre un système protestant, un système catholique, un système orthodoxe, Je pense que l'identité, tout le XXe siècle, on s'est interrogé sur qu'est-ce que c'est que finalement, qu'est-ce qui fonde l'identité? Est-ce que c'est la race? Est-ce que c'est autre chose que ça? Moi, je pense que c'est vraiment la religion. Voilà, ça, c'est la religion. Une personne, ce qu'il a défini finalement, même quand elle n'est pas religieuse, en fait, c'est sa religion. Est-ce qu'elle en ait conscience ou pas? Et c'est son héritage culturel, civilisationnel, religieux. Bon, mais après, qui va l'activer réellement, ça? Je pense que si un orthodoxe russe l'active, eh bien, il va être comme un Français catholique qui va avoir... Voilà. Après, si quelqu'un, en se basant même sur la raison naturelle, les gens vont agir de manière très saine, et même plus saine que des gens religieux. C'est pas ça le problème. Mais on ne peut pas, malheureusement, fonder ça juste sur l'organisation des sociétés juste sur la morale, parce que en fait, malheureusement, tout le monde n'est pas moral, donc il faut, en fait, c'est pour ça que moi je ne crois pas à la démocratie, et je pense que la démocratie c'est un mythe qui nous a été vendu par des gens qui ont un pouvoir, un projet qui est tout autre que démocratique. L'histoire, c'est une lutte de minorités entre elles, et des minorités qui imposent un projet. Voilà. Donc, en face, on a une minorité qui a un projet, comme dit monsieur, un projet là pour le coup amoral. Et moi, ce que je vois, moi, après, je n'ai pas tous les éléments, mais par exemple en Russie, j'ai l'impression que ce qui m'intéresse, c'est qu'au sein de l'État et proche de l'État, il y a des gens qui sont moraux et qui font de l'influence dans le sens de leur position. Voilà. Et qui essayent d'avancer, et qui des fois arrivent à avancer leur position. Voilà. Et en fait, c'est pour ça, la vie, c'est une lutte. Le politique, l'essence du politique, c'est le rapport de force.
toujours comme ça en fait. Et en face, ils veulent nous vendre quelque chose où à un moment donné, on serait dans une paix totale. Mais la paix totale, tant qu'on est vivant, c'est forcément un projet d'esclavage. Et je ne pense pas donc qu'on puisse se baser sur quelque chose d'absolument moral. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est le paradigme réaliste du politique, où on essaye de voir les choses plutôt en termes de rapport de force. Et en fait, vous pouvez être l'homme le plus moral du monde, je suis désolé, mais si vous n'avez pas les moyens, en gros, si vous n'avez pas une épée avec vous, les amoureux viendront, ils vous pèteront la gueule, et puis vous serez par terre. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher ses principes, puisque bon, le Christ est allé jusqu'au bout de... Voilà. Mais sauf qu'au bout d'un moment, c'est la distinction d'ailleurs que faisait Carl Schmitt quand il disait, attention, quand on dit... Il y a une distinction entre hostis et inimicus, la traduction de ennemi dans la Bible. On traduit toujours, oui, qu'il faut presque se laisser faire par l'ennemi, mais c'est parce que c'est avec le prochain, c'est-à-dire c'est avec l'ennemi proche, c'est pas avec l'ennemi public. Quand la cité est attaquée, ça n'est pas chrétien de se laisser faire. Et on confond toujours les deux, comme s'il fallait être désarmé face à l'ennemi. Non, c'est pas vrai. Si la cité chrétienne ne peut pas se défendre contre l'ennemi anti-chrétien, elle est détruite. Donc, il n'y a pas d'autre choix que d'assumer le rapport de force de manière chrétienne.